Bienvenue, mesdames, messieurs. Le libre accès des consommateurs béninois aux médias de leur choix. Plus seul casse-tête du quatrième pouvoir à l'ère de la rupture pour un nouveau départ. Vient s'y greffer le phénomène de la désinformation et de l'intoxication. Les nouveaux médias passés maîtres dans l'art seraient désormais talonnés par les médias traditionnels. Une triste performance a fait frémir le consommateur déjà perdu entre information et communication constamment relayées. Plainte du citoyen lambda hier, elle paraît depuis peu une préoccupation au plus haut niveau au sommet de l'État. Après maintes interpellations et sensibilisations restées presque toutes lettres mortes, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a décidé de prendre l'opinion publique à témoin au sujet des nombreux dérapages notés ça et là. Ce fut à la faveur d'une conférence de presse. 100% Bénin, pour le numéro du jour, voudrait apprécier l'opportunité de la démarche et l'impact éventuel sur la lutte pour l'assainissement d'une corporation jadis grande fierté. Ce sera autour du thème « Univers médiatique à l'ère du régime du nouveau départ ». La presse béninoise enquête de ses repères. L'instant débat, mesdames, messieurs, c'est dans quelques minutes. Mais avant, la revue de presse. Supposé lever de l'immunité de 3 députés de la minorité parlementaire, le sujet n'a pas laissé indifférent les quotidiens béninois dans leur parution du jour, nous dira sans doute Kodovi Ameitonou, déjà installé pour nous faire le point de sa motion. Kodovi Ameitonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, vous n'avez pas menti, effectivement l'actualité est revenue, mais il paraît qu'il y a plus de peur que de mal. Ok, on vous laisse plutôt la tribune pour nous faire découvrir plus amplement la une des quotidiens du jour. Merci donc Joël Tondi, c'est avec le quotidien Actu Express qu'on ouvre le bal donc des grands titres des canards ce matin, 2 ans après donc la victoire de la coalition de la rupture, quitte des 65% des électeurs, des exilés, des emprisonnés, des terrorisés et des soumis. C'est bien sûr ce que relate ici le quotidien à travers donc ces colonnes. Politicien sur Africa 24, un véritable naufrage en direct pour les représentants de Talon. Ongbadji et Lokossa ont convaincu quotidien La Boussole. Décision de lever de l'immunité de 3 députés de la majorité, de la minorité parlementaire, distraction ou volonté d'éliminer la concurrence politique. Et puis quotidien La Dépêche, lever d'immunité de 3 députés de la minorité parlementaire. L'honorable Idriss Soubako se dit serait point de presse du secrétaire général de la CSTB. La grève doit se poursuivre d'ici Kassa Mampo. La Nouvelle Tribune, levé d'immunité de députés et d'anciens ministres quand la lutte contre la corruption prend l'allure d'un chantage. Et puis conditionnement de l'opinion, des médias manipulés pour jouer le mauvais rôle. Confrère de la matinée, rejet du budget exercice 2018 et retard dans le paiement des salaires des agents de la mairie de Porto Novo, le maire Emmanuel Zossou dans de beaux draps. Et puis le nouvel observateur, supposé lever d'immunité de 3 députés de la minorité parlementaire. Le gouvernement Talon veut-il embrouiller le peuple ou le distraire davantage? Et puis chasser le naturel. Il revient au galop, le concept du populisme à l'ère de la rupture. Matin libre, gouvernance au sommet de l'État, rencontre secrète, Talon, BMP ce jour, échange au palais de la République. Les méthodistes consolent le PR. Et puis, point média, levée de l'immunité de certains députés. La rupture dans la chasse aux sorcières. La rumeur ne se confirme pas. La réaction de Valentin Agossou, j'ai noté donc à la une du journal. Et puis cette interrogation demande de lever de l'immunité de certains députés. Vengeance ou lutte contre la corruption, Joël Tondi. Merci, Kodovi Ameitonou. C'est de tradition le vendredi, c'est à volonté le sujet à développer avec nos téléspectateurs. Vous choisissez quoi pour nous aujourd'hui? Je ne sais pas si la question de la levée d'immunité, on en avait évoqué hier, mais bon, c'est revenu à la une de beaucoup de canards. D'aucuns pensent que c'est une rumeur qui ne se confirme pas. D'autres pensent que c'est un moyen de chantage du gouvernement. Pour moi, je pense que c'est un ballon d'essai. Si entre-temps ça prenait dans l'opinion publique, parce qu'on a suivi et on a lu également les commentaires qui ont accompagné cette rumeur qui, depuis
pratiquement 72 heures circulent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est véritablement, puisqu'on connaît un peu la méthode de fonctionnement de ce système, si entre-temps ça prenait, peut-être que ça deviendrait une réalité. Mais on attend de voir si véritablement ce que Point Média nous relaie ici, à travers donc sa rumeur, qui ne se confirme pas, ne va pas véritablement s'avérer du jour au lendemain. Merci. Quand je viens maintenant encore quelques minutes, j'ai bien envie de faire un arrêt sur le quotidien des citoyens. Comme j'aime à dire, les vendredis, c'est la mairie de Porto-Novo qui, une fois encore, se retrouverait dans de beaux draps. Oui, paraît que jamais 203, dit-on. Parakou a déjà perdu son maire et Cotonou lui a emboîté le pas. C'est les grandes municipalités, donc Porto-Novo, c'est la 3e municipalité. Donc si ces 2 municipalités ont déjà perdu leur maire, peut-être que ici, il y a peut-être un téléchargement, comme on le dit dans la République désormais. N'oubliez pas, là, il s'agit d'un maire allié. C'est justement ça, un test grandeur nature pour cette coalition gouvernement PRD, dans la mesure où ici, effectivement, comme vous le dites, il s'agit d'un maire allié, mais ça fait déjà 2 trop ici. C'est des questions de salaire, c'est un budget qui est rejeté. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a cette affaire de mauvaise gouvernance qui planait donc à Porto-Novo. Le maire aurait payé des cautions pour ne pas subir le même sort que Liali Soglo, encore que là, des preuves étaient quand même disponibles pour montrer quand même qu'on pouvait s'auto-autorité, mais ça n'a pas été le cas. Peut-être que cette fois-ci, le téléchargement est en voie. Merci à vous. Quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, ce sera tout pour l'instant. Revue des titres du jour. On se donne rendez-vous lundi avec le même entrain, la même disponibilité. À lundi. Bienvenue, mesdames, messieurs. Le libre accès des consommateurs béninois aux médias de leur choix. Plus seul casse-tête du 4e pouvoir à l'ère de la rupture pour un nouveau départ. Vient s'y greffer le phénomène de la désinformation et de l'intoxication. Les nouveaux médias passés maîtres dans l'art seraient désormais talonnés par les médias traditionnels. Une triste performance a fait frémir le consommateur déjà perdu entre information et communication constamment relayées. Plainte du citoyen lambda hier, elle paraît depuis peu une préoccupation au plus haut niveau au sommet de l'État. Après maintes interpellations et sensibilisations, restées presque toutes lettres mortes, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a décidé de prendre l'opinion publique à témoin au sujet de nombreux dérapages notés ça et là. Ce fut à la faveur d'une conférence de presse. 100% Bénin, le numéro du jour voudrait, mesdames, messieurs, apprécier l'opportunité de la démarche et l'impact éventuel sur la lutte pour l'assainissement d'une corporation jadis grande fierté. Ce sera autour du thème « Univers médiatique à l'ère du régime du nouveau départ, la presse béninoise enquête de ses repères ». L'instant débat, c'est tout de suite et maintenant. Avec moi sur ce plateau, Guy Constant Eomi, il est le président de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Guy Constant Eomi, bonjour. Bonjour Joël. Merci bonjour. de répondre à notre invitation. C'est moi. Merci aussi à vos téléspectateurs. Oh, merci. En face de vous, Donclam Abalo, directeur de Soleil FM. Au Bénin, il est le coordonnateur général de Club Soleil qui fait son bonhomme de chemin et qui depuis peu fait beaucoup parler de lui. Donc la Mabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Président. Bonjour. Comme ça. Bonjour à tous les téléspectateurs. Club Soleil, vraiment une initiative qui fait mouche. Ça vient d'où là? Je ne sais pas pourquoi c'est une initiative qui devrait déranger parce qu'en réalité, nous avons pris conscience qu'autour d'un organe de presse, qu'autour d'une radio, on peut créer une communauté. C'est tout. Et donc, nous décidons maintenant d'aller au-delà de la fréquence qui nous a été attribuée et d'aller maintenant sur le terrain, nous rapprocher de la communauté qui est la nôtre, faire des émissions au grand public avec ces clubs soleil que nous installons dans toutes les communes, dans les arrondissements et dans les collèges. Et donc, moi, c'est une logique que je suis. C'est ma façon de me rapprocher davantage des auditeurs et de les faire participer à l'animation de la radio. Maintenant, ça dérange. Il y en a qui pensent que c'est politique. Bon, ils ont leur raison. Mais moi, ça ne m'empêche pas de fonctionner. Oui, il faut des médias plus proches des populations. Aujourd'hui, les consommateurs sont plus qu'exigeants. C'est d'ailleurs l'une des raisons d'être du thème de ce jour. Une presse plus libre et plus responsable. Mesdames, Messieurs, l'ultime appel des derniers états généraux de la presse béninoise manque toujours
de répondants conséquents. Aujourd'hui, plus qu'hier, la presse béninoise serait très mal en point. Constant Oumi, on vous a vu au devant donner de la voix. Dans ce sens, il paraît que c'est la démarche qui manque. Cependant, ils sont nombreux, les confrères, à s'interroger. Pourquoi ne pas décider de laver simplement, une fois encore, le linge sale en famille? Merci bien. Laver le linge sale en famille, je crois que le linge a été porté dehors. Il vaut mieux montrer aux gens que nous pouvons le laver dehors pour qu'ils sachent que ça se purifie ou ça ne se purifie pas. Parce que si la faute est commise à l'interne, ça veut dire qu'on peut laver le linge sale en famille. Mais ce que vous dites, c'est que là, on aurait violé l'un des objectifs de l'Observatoire, qui est que nous devons protéger le droit du public à l'information vraie, exacte, complète. À partir de cet instant, ne pas le faire tel que nous l'avons fait là, c'est quelque part prendre parti pour les confrères qui sont les nôtres et empêcher le citoyen. Parce que ce que nous voyons, nous avons bien dit que l'heure est grave. Et quand l'heure est grave, le linge sale ne se lave pas en famille. Quand l'heure est grave, oui, le linge sale ne se lave pas en famille. Les propos venant d'un professionnel, qui plus est, le président de l'ODEM amène plus d'un à s'interroger. C'est quoi le diagnostic exact fait par vous? Le diagnostic exact, c'est quoi? Quand vous vous levez, si vous projetez votre rétroviseur dans un passé très récent, vous constaterez qu'il y a des journaux qui sortent et vous voyez qu'à la une, les titres sont presque les mêmes, comme des frères siamois. Est-ce que dans une rédaction, plusieurs personnes peuvent penser de la même façon et les aligner? Et parfois, quand vous rentrez à l'intérieur des journaux, vous voyez comme des articles qui sont des articles de la même facture, présentés de la même façon, mais signés différemment. Il y a un problème qui se pose parce que quand le lecteur prend 2, 3 journaux et qu'il les met ensemble et qu'il constate cela, cela ne fait pas honneur à la presse. L'autre chose, c'est parce que c'est parfois vous retrouvez un titre ronflant à la une, mais le contenu avec le titre à la une, il n'y a pas comme une mesure. Ça ne reflète pas le titre que l'on met en manchette. Alors que le code interdit, par exemple, les titres sensationnels. Le code l'interdit. Donc, si vous mettez un titre à la une, le contenu de l'article doit pouvoir prouver ce que vous avez pu mettre à la une. Ensuite, vous constatez aussi que pour certains, ils se fondent en commentaire comme des donneurs de leçons sur des sujets que, parfois, à peine ils maîtrisent. L'article 19 du code parle du devoir de compétence. Quand le journaliste ne maîtrise pas un sujet, il ne l'aborde pas. Il va lui-même se documenter d'abord. Vous constatez sur certains plateaux de radio ou de télévision des journalistes qui laissent leur devoir principal, c'est-à-dire celui d'aller chercher les spécialistes pour venir débattre des questions. Ils s'érigent en commentateurs, en débatteurs eux-mêmes, entre eux, au point de se mettre comme des défenseurs de plusieurs camps, donc des camps de pensée politique. À partir de cet instant, il y a un problème. Ce n'est pas à vous de vous ériger en débatteur. Si le commentaire est libre, le journaliste peut faire le commentaire, mais c'est cela que vous voyez plutôt à profusion, que plutôt on aille chercher des gens des idées contradictoires, des développeurs contradictoires, que le citoyen lui-même, il suit tous les débats et il constate que voilà le sens dans lequel les gens vont, voilà ce que pense tel ou tel parti. Mais à partir du moment où on ne le fait pas et qu'on le fait, vous savez, il y a quelques exemples, par exemple, un citoyen qui se lève et qui réclame à son employeur ses droits. Le journaliste se fonde à dire que celui-là, il est de mauvais augure. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est vraiment pas son rôle dans la mesure où c'est parfois même qu'on méprend les textes de la République. Et ça, c'est grave. Parce que les textes qui conditionnent la vie publique, il y en a. Et les citoyens ont des droits et des devoirs. Mais pensez que quelqu'un, vous, à la position où vous êtes, parce que vous avez le rapprochement du micro ou de la caméra, pensez que les autres ne sont pas, en fait, dans leur rôle. Parfois, votre comportement est attentatoire à leurs droits. Il y a de quoi réfléchir. Et nous demandons, vous savez, dans la presse béninoise aujourd'hui, il y a un manque criard d'investigation. Notre premier travail, le journalisme, c'est de l'investigation. C'est collecter l'information, traiter l'information et donner l'information. Les gens se font sur des rumeurs. Vous voyez ce qu'on dit de levée d'immunité? Jusque-là,
il n'y a pas encore que quelqu'un puisse nous dire voilà le test réel ou bien voilà le lieu réel où on a trouvé l'information de cette façon-là. Mais vous constatez que des gens font des commentaires sur de la rumeur. Ce n'est pas le travail du journaliste. Il faut tout au moins se fonder sur... On dit l'exactitude, l'originalité, les attitudes et comment on dit, et la véracité de l'information. Et on vous dit, le moindre doute vous oblige à vous abstenir. Vous ne vous abstenez pas, mais vous faites des commentaires et parfois des commentaires désobligeants, des commentaires qui sont diffamatoires. Ils vont jusqu'à injurier. Des journalistes. Des journalistes. Ce n'est pas le rôle. Donc, parce que si on soupçonne quelqu'un, par exemple, d'un détournement, le journaliste ne maîtrise rien. Il n'a même pas attendu. C'est-à-dire un fait qui n'est même pas porté devant les tribunaux pour qu'on sanctionne. Parce que c'est devant le tribunal. Même un rapport, un simple rapport qui est fait sur quelqu'un n'est pas une preuve devant la justice. Même un résultat du Conseil des ministres n'en est pas une preuve du tout. Il faut qu'on puisse condamner quelqu'un devant les tribunaux pour qu'on sache que celui-là, il a commis effectivement la faute. Mais quand vous partez de cela, le commentaire que vous devez faire, le commentaire ne peut pas être désobligeant pour celui qui est le mis en cause dans le dossier. Qu'on aille jusqu'à parler des gens, comment on dit, des détourneurs, des ceci, des cela, il faut savoir raison garder. Donc là, Mabalo, le tableau que peint Constant Ehoumi est vraiment alarmant. On se pose la question de savoir comment les patrons d'organes arrivent à gérer tout ça. Et vous, avant d'arriver à la réalité au niveau de votre rédaction, comment vous gérez la une des journaux? C'est une rubrique, comme je disais, très suivie, prisée par les auditeurs de Soleil FM. C'est aussi facile de faire le relais lorsqu'on a des titres du genre? C'est une grosse question. Le tableau peint par le président de l'ODEM est un tableau réel. Et je voudrais féliciter le président de l'ODEM pour s'être auto-saisi de cette affaire-là, parce que ça ne faisait que trop durer, en réalité. Ne pas reconnaître la situation qui a été présentée là, c'est faire preuve de mauvaise foi. Et donc, à partir de cet instant, on doit s'accorder sur le fait de l'existence de ce genre de pratique. Alors, pour la question que vous me posez de savoir comment je fais, eh bien, je ne fais rien du tout. Je ne fais rien du tout parce que je suis obligé de faire la revue des titres, la revue des unes. Des fois, je me demande s'il faut continuer à le faire parce que, au même titre que ceux qui ont rédigé et présenté l'article, j'ai une part de responsabilité. Donc, ça veut dire que je peux être poursuivi et même plus que ceux qui ont écrit l'article parce que moi, j'ai amplifié. Je deviens là amplificateur de l'article. Alors, au moins et heureusement, nous avons le libre arbitre. C'est-à-dire que lorsque vous ramassez les journaux, vous connaissez les principes de notre profession, vous avez le libre choix. Rien ne vous oblige à choisir un journal au détriment d'un autre. Mais vous vous rendez compte ou vous discutez avec les uns les autres, peut-être la veille déjà, et vous voyez un peu quels sont les titres qui sont les plus objectifs possibles et les titres qu'on peut défendre le plus et qui reposent sur la véracité des faits. Ça là, le journaliste doit faire ce travail préalable. Et je prends sur moi la responsabilité de dire que je fais ce travail préalable et je présente le point de ce que les collègues ont écrit au niveau de leurs journaux. Maintenant, après ça, il y a une autre phase qui est celle qui m'amène à tendre mon micro aux lecteurs qui sont arrivés au kiosque pour qu'eux puissent dire ce qu'ils pensent de l'actualité. Alors, c'est un jeu parce que je joue la contradiction. Voyez-vous, la rumeur reste ce qu'elle est. Les lecteurs, eux, réagissent par rapport au titre. Ils ne vont pas forcément dans le corps de l'article. Et donc, ils peuvent être amenés à avoir des réflexions qui ne sont pas justes. Mon rôle est de leur donner la bonne information. Des fois, on prêche le faux pour avoir le vrai. Mon rôle également de les empêcher d'insulter des gens, de les empêcher de diffamer et tout ça. Donc c'est un exercice très difficile, surtout lorsqu'on connaît le tableau présenté par le président de l'ODEM. Je crois que là maintenant, on est arrivé à un point où il va falloir situer les responsabilités, prendre le taureau par les cornes. C'est important. Mais lorsqu'on a dit ça, c'est quoi? Parce que tout à l'heure, vous parliez des patrons de presse. C'est vrai que c'est d'abord leur première responsabilité. C'est-à-dire qu'aucun journal ne peut sortir d'une rédaction, ne peut paraître, n'est-ce pas, si le patron de la rédaction ou le directeur de publication n'a pas pu gérer tout ce qu'il y a comme préalable. Et lorsque vous savez comment ça fonctionne, lorsque vous savez comment l'information est distillée, lorsque vous savez que le cadre légal aujourd'hui amène les
les journaux à être des entreprises de presse, eh bien, vous tirez la conclusion que c'est l'argent qui est, n'est-ce pas, le moteur de ce que nous dénonçons là. C'est l'argent. C'est là le véritable problème. Le véritable Absolument, c'est l'argent. Avant de retourner la question au président, qui là est déterminé à essayer d'endiguer le mal. Donc là, Mabalo, je vais vous demander tout de même, on sait que la presse écrite, elle est comme la mère des presses. C'est elle qui, à la limite, aide les rédactions à fonctionner. À partir d'elle, on tire beaucoup d'éléments dans le traitement de l'information. Et là, comment on arrive à s'en sortir quand on a assez de titres comme ça qui poussent carrément dans le décor? Oui, ce n'est pas parce que vous avez assez de titres que vous pouvez à profusion publier des choses dont vous n'avez pas vérifié la véracité, l'existence. Pour moi, c'est très important. Mais au moment où la presse écrite était ce que vous disiez, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Le véritable problème aujourd'hui, c'est de faire la différence entre les réseaux sociaux et la presse traditionnelle. Les réseaux sociaux, c'est on colporte la rumeur, on dit des choses qui ne sont pas vérifiées, mais même si vous avez un début d'information sur les réseaux sociaux et que vous devez maintenant en parler dans vos journaux, mais au moins l'investigation est l'étape principale. Vous devez vérifier vos informations avant de les publier. C'est très important. Aujourd'hui, on va même jusqu'à retrouver certains journaux sur les réseaux sociaux, donc les unes sur les réseaux sociaux, mais vous n'avez pas la version papier. Vous la cherchez et vous ne la trouvez pas. Parce que le directeur de publication qui a mis ça sur les réseaux sociaux sait que si on doit le poursuivre, il va falloir aller chercher la version papier pour le poursuivre. Mais heureusement qu'aujourd'hui, avec les textes, on peut aussi vous poursuivre si vous publiez des contre-vérités sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une évolution en termes d'information, une évolution en termes de moyens de communication qui amène à constater ce qui se passe là. Mais au-delà de tout ça, Joël, c'est une question de responsabilité. Moi, je crois qu'il vaut mieux aller sur le terrain de la responsabilité civile des médias, de la responsabilité civile des journalistes, et le gros du problème est là. Mais j'ai suivi le président Lodem tout à l'heure. Il y a un pan de son développement que je ne partage pas, souffrez que je puisse le dire, le pan des débatteurs, n'est-ce pas? Vous savez, nous sommes des journalistes. Nous n'avons pas la science infuse, c'est vrai. Il y a des spécialités, même dans notre profession. Et des fois, même avant d'aborder certains sujets en débat, on fait de l'investigation, on va discuter avec les protagonistes, et puis on a notre opinion. Et donc, des forats de journalistes peuvent s'organiser sur les médias. Et c'est la libre expression, c'est l'opinion libre. Ce n'est pas parce que nous sommes des journalistes que nous n'avons pas la possibilité de faire des débats. Au contraire, nous faisons des débats. L'essentiel, c'est quoi? C'est que lorsque vous faites des débats, que vous soyez sûr des choses que vous avancez, que vous connaissiez toutes les dispositions légales qui réglementent, encadrent le sujet dont vous parlez, et vous y allez en toute liberté. C'est de ne pas diffamer, c'est de ne pas insulter, mais on ne peut pas refuser à des journalistes de faire des débats, d'avoir des forats de discussion. Ça, je ne suis pas d'accord sur ce point de son développement. Je laisse la parole avant de poser ma question que vous aurez lui poser. Oui, Constant Ehoumi. Merci beaucoup. Donc là, vous-même, vous avez dit que d'abord, si vous retrouvez ce que nous avons dit jusque-là, je n'ai pas refusé aux journalistes de débattre. Il faut connaître la matière. On ne s'improvise pas débatteur. Quand on ne connaît pas la matière, on ne peut pas. Quand quelqu'un n'est pas spécialiste de politique ou d'économie ou de sport, etc., s'il ne connaît pas le sujet, il ne peut pas être débatteur. Vous assistez à ce phénomène-là, des gens qui ne sont pas de leur domaine mais que je suis tout le temps sur des télés et autres là. Tout à l'heure, vous parlez de la revue. Je vous suis à la revue. Et parfois, les titres, vous choisissez des titres qui ne sont pas des titres à polémique. Vous-même d'abord, pour présenter pendant que Jérôme Kassa est au bout du fil. Et c'est quand vous donnez la parole que ceux à qui vous donnez la parole maintenant vont sur des sujets qui ne sont pas vrais, par exemple. Et parfois, vous les relancez pour dire, est-ce que c'est parce qu'on a dit ceci que cela? Je vous suis. Ça veut dire qu'il y a du professionnalisme. Parce que vous-même, vous savez que si vous laissez le plan, comment on dit, à présenter la revue de presse de tout, si vous n'êtes pas sûr vous-même de la véracité de l'information qui est dans une revue, vous ne faites pas la revue là-dessus. Donc, quand vous parlez de débatteurs, bien sûr, il faut débattre, le commentaire est libre, comme on le dit. Mais si vous n'êtes pas spécialiste de quelque chose et que vous ne connaissez pas, parce que quelque part, c'est honteux que vous parliez d'un sujet que vous ne maîtrisez pas et qu'après, c'est-à-dire, si des gens sont honnêtes, ils doivent pouvoir nous dire que si des gens les suivent, parfois on appelle certaines personnes et on leur dit tu ne comprends pas ce dont tu parles. Ça, là, je le suis souvent. Ce n'est pas que... On peut faire des débats, mais il y a profusion aujourd'hui de débats entre confrères sur des matières que les gens ne maîtrisent pas, au lieu qu'ils aillent chercher des spécialistes des domaines. C'est une réalité. Et si on nous voit de l'étranger et qu'on ne dit pas... Oui, mais quand on parle de responsabilité, vous savez que c'est irresponsable de laisser paraître un article et de venir dire après, je n'étais pas là quand on a mis l'article dans le journal.
C'est purement irresponsable. Et c'est ce que certains ont la plupart du temps, en fait, c'est ce que certains répondent la plupart du temps. Vous êtes parent, vous êtes à la maison, vous passez la nuit tous les jours à la maison. Votre enfant va à l'école sans se payer et on le surprend 3 ou 4 jours durant, c'est-à-dire le lundi, le mardi, le mercredi. Et maintenant, on vous interpelle, vous dites vraiment que vous ne savez pas qu'en principe, on devait aller vous voir pour faire cela. C'est de l'irresponsabilité, tout simplement. Et ici, même la responsabilité sociale du journaliste à l'article 2, c'est déjà là on dit, le moindre doute vous oblige à vous abstenir. Parfois, des gens, même dans des débats, des gens font des débats au point de violer cet article-là. Parce que quand vous faites un débat et ça prête flanc à ce que vous interpellez les citoyens à réagir comme si vous les invitez à la vindicte populaire, il y a eu des sujets ici où des gens semblaient invités à la vindicte populaire, des professionnels des médias. Alors qu'on a dit là que s'il y a une information susceptible de créer de troubles à l'ordre public, vous devez pouvoir vous abstenir. Sinon, utilisez des rigueurs professionnelles ou tout au moins une certaine circonspection. Les gens ne prennent pas. Il faut prendre le temps de lire le code. Quand vous êtes dans un métier, vous connaissez les droits de ce métier-là. Et on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Si on devait appliquer les tests aux gens tels que c'est, écoutez, et je continue de dire, les gens abusent du public béninois qui, je peux dire, à 50%, n'a pas accès à la langue française. Vous voyez? Sinon, si les citoyens béninois comprenaient la langue française, il y a beaucoup d'organes qui auraient fermé depuis. Parce que leur réaction on aurait pu venir leur dire, vous là, vous désinformez. S'il vous plaît, fermez baraque. Mais les nôtres, quand ils n'ont pas accès à l'information et ils ne comprennent pas comment on dit, la langue française, comme on le dit là, on prend parfois des vessies pour et des lanternes pour certaines personnes. Et la population qui boit ça, vous voyez, c'est-à-dire lorsque le journal, en fait, les médias posent un sujet dans la République, tout le monde pense que c'est vrai. Donc on y croit. Est-ce que et puis, je vous dis, le rapport sur le système national d'intégrité du Bénin a présenté la presse sous un visage qui n'est pas honorable pour nous. La population dit qu'elle n'a plus foi à ce que nous publions, qu'il y a plus d'informations commandées, achetées. Ça nous fait croire. C'était le mot argent qui aurait pris le pas. Moi, je ne saurais le dire parce que je n'en ai pas des preuves en main. Mais la réalité de ce que moi je vois dans les organes... Ce qu'on se pose, Constant Youmi, c'est comment le Bénin en est-il arrivé à ce niveau-là? Nous allons nous poser tous la question. Parce que nous avons observé et on a fait un monitoring des journaux pendant les élections de 2016. Et nous avons constaté quand même que les gens s'étaient bien comportés. Nous avons même décidé de distinguer certains organes. Parce qu'on avait ciblé certains organes en son temps. On a donné une certaine formation pour qu'ils se comportent mieux pendant les élections. On les a observés après et on a distingué 21 organes de presse et journalistes compris. D'accord? Mais quand on a fait ça, 21 organes de presse et journalistes compris, quand on a fait ça et que quelques mois après, on commence par constater qu'on dégringole, c'est-à-dire ce que nous voyons aujourd'hui là ne nous fait pas honneur. On voit, c'est-à-dire, je ne sais pas. Donc, à Balo, il y a un analyste que vous connaissez très bien, Vincent Foley, qui parle de la descente aux enfers. Et il dit qu'il a mal dans sa peau pour la presse béninoise, que c'est arrivé si subitement, bien qu'il y avait des signaux qui annonçaient qu'on pourrait en arriver au pire, mais là, c'est allé si vite. Et dangereusement, ça continue dans le même sens. Que s'est-il passé en si peu de temps si ceci est vrai? Vous savez que c'est vrai. D'abord, vous savez que c'est vrai. Première chose. Deuxième chose, oui, vous savez que c'est vrai. Deuxième chose, je vous fais une confidence. Et moi, surtout ces temps-ci, il m'est régulièrement arrivé l'envie de quitter la profession. Honnêtement. À ce point, donc là, de quitter la profession plusieurs fois. Je vous en prie. Non, je crois que il faut être réaliste, d'accord? L'envie est arrivée parce que on confond tout le monde, n'est-ce pas? Parce que certains ont des pratiques connues de tous. Et donc, quand vous arrivez dans certains milieux et que vous vous présentez en tant que journaliste, vous sentez en même temps que il y a quelque chose qui ne va pas, l'atmosphère change. Et c'est là où je n'arrive pas à comprendre le président de l'ODEM, peut-être qu'il fait économie de vérité, lorsqu'il dit qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas de preuves, que c'est l'argent qui arrive à faire ce genre de choses. Monsieur le Président, vous savez très bien que c'est l'argent. Vous avez des preuves. Non, vous le savez, puisque
vous avez parlé vous-même de titres siamois. Oui. Vous avez parlé vous-même d'écriture d'articles identiques où on change les noms des signataires. Mais vous savez que c'est sous contrat. Vous savez très bien, ça là, c'est de l'autorité publique, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que c'est l'argent. Et il y en a même qui revendiquent cela. Il y a des journalistes qui le disent clairement. Il y a des articles qui sont payés. Et lorsque vous interpellez certains... Mais la public-rédaction n'est pas interdite en matière de presse. Mais toute chose a sa forme. Et vous mettez ces public-rédactions. Et tout le monde qui lit, on s'est commandé. Mais aujourd'hui... Vous savez très bien, Monsieur le Président de l'ODEM, que, surtout en matière politique, que les articles sont commandés, commandités, et on demande aux gens de ne pas changer un seul mot, sinon vous n'êtes pas payé. Ça là, c'est connu de tous. Et lorsque vous avez des organes de presse, comme je l'ai rappelé, qui sont des entreprises de presse, qui payent des impôts et taxes au même titre que les BTP, bâtiments, travaux publics, des entreprises de presse qui courent le risque de voir leurs installations fermées pour non-paiement d'impôts, des entreprises de presse qui n'ont pas l'accompagnement de l'État, des entreprises de presse qui ont des charges personnelles, matérielles, maintenance et tout le reste. Donc, vous comprenez quasiment que les gens vont dans la recherche du profit. Mais quelle information crédible voulez-vous avoir lorsqu'on est dans la quête du profit, lorsqu'on est dans la quête de l'argent? C'est le véritable problème. Alors, même si l'information publicitaire existe et qu'il suffit de mettre simplement publicité, mais ce n'est pas ce que le client recherche. Je parle de client parce qu'effectivement, c'est ça, c'est le client. Donc, voyez-vous, quand c'est comme ça, les bases sont faussées. C'est pour ça que je pense qu'au-delà de la responsabilité des professionnels des médias, il y a également la responsabilité de l'État qui doit offrir un cadre légal et même de l'Assemblée nationale pour faciliter l'exercice de la profession. Mais lorsque dans le code de déontologie, même au niveau de l'Assemblée nationale, on a pu introduire des articles dans le code pour bâillonner, pour rendre difficile l'exercice de la profession aux journalistes et que cela puisse se faire en complicité avec des journalistes, vous comprenez que le mal est profond. Pour moi, le verre est dans le fruit. Donc, nous pouvons faire tous les débats que nous voulons sur la qualité des prestations, la qualité de telle ou telle personne, tel ou tel journaliste, mais nous ne pouvons pas occulter le cadre légal qui favorise cela. Et donc, le véritable problème, c'est l'argent, cher ami. Et quand on parle d'argent, ce n'est pas le professionnel des médias, mais c'est les responsables des médias, c'est les patrons de presse. Si nous avons, même au niveau des associations professionnelles, des présidents d'associations professionnelles qui se livrent à ce jeu, vous comprenez qu'il y a un problème. Et tout le monde sait. Mais le président même sait. Non, qu'est-ce que vous appelez président d'association? Joël, je comprends votre jeu, d'accord? Mais nous sommes ici, nous faisons un débat public. Et nous ne devons pas nous cacher. Nous avons des responsables d'associations de presse qui sont chargés, n'est-ce pas, de défendre la situation des journalistes qui se retrouvent dans ce jeu, qui payent la presse pour qu'elle puisse diffuser des informations. Et ces responsables de presse ont également leurs propres canaux, leurs propres médias, et on voit qu'est-ce qu'ils font. Ça ne relève pas de la rumeur. Mais écoutez, je ne veux pas donner de nom. C'est vrai qu'on en a entendu parler. Non, écoutez, il nous arrive, en dehors de notre profession, d'être introduits dans certains milieux. Tout à fait. Et de voir certaines choses, d'entendre certaines choses. Et donc, les gens s'en plaignent. Alors, si le responsable de médias, si le président d'association s'adonne à ce jeu, vous voulez interdire quoi au simple professionnel des médias qui n'a même pas de salaire, qui ne vit que de per diem? C'est ça le vrai problème. Et donc, à partir de cet instant, je ne sais pas comment on travaille et comment on est fier de faire ce travail. Le combat n'est pas perdu d'avance s'il y a ça. Est-ce que vous n'allez pas vous retrouver en face de mur si à ce niveau, il y a comme là une complicité? Merci Joël. Chacun joue son rôle dans la cité. Ça c'est vrai. D'accord? Et rien ne saurait nous empêcher, nous, de jouer pleinement notre rôle. Et si Doclam parle, il est patron d'organes. Tout à fait. Donc, il sait mieux ce dont il parle. À partir de cet instant, il faut accompagner ceux qui sont contre cette pratique pour que cette pratique s'arrête. Et je vous ai dit que l'ODEM est sorti comme un avertissement. Parce que nous avons dit, si ça continue, nous allons épingler des gens comme des brebis galeuses de la presse pour que tout le monde puisse savoir de quel acabit ils sont. On ne peut pas continuer. On ne peut pas aller s'informer, avoir des diplômes pour venir participer à cela. Que des gens clochardisent notre métier, notre profession, et qu'on se taise, ce n'est pas possible. Et à la place où nous sommes, nous allons jouer pleinement notre rôle. Quitte à ce que cela donne l'impact que cela aura. Tout simplement. Donc, si quelqu'un s'adonne à cela, nous avons dit, nous, on ne peut pas se taire parce que nous avons comme rôle assigné à nous, aujourd'hui, de défendre le droit du public à l'information vraie. Est-ce que ça ne va pas déboucher sur
Un affrontement, parce que quand on est à des niveaux de responsabilité et qu'on a fait peut-être l'option aussi d'accompagner ce qui ne doit pas l'être, et qu'en face on a d'autres responsables qui pensent que l'éthique doit revenir dans la maison, en tout cas c'est ce que les citoyens demandent, hein. L'éthique, il paraît que ça manque à tous les niveaux. Aujourd'hui au Bénin, ce n'est que de l'heure. Le chef de l'État l'a déploré aussi récemment. Il s'est offusqué au vêtement de ce que la désinformation et l'intoxication auraient pris le dessus, mais là nous constatons que la responsabilité est à presque tous les niveaux. La responsabilité est à presque tous les niveaux, mais il revient à chaque citoyen de se dire quelle est ma responsabilité. Moi, là, je ne me reprocherai rien sur aucun plan, parce que je ne m'adonne à rien de tout ça. Et le rôle qu'on m'a confié en tant que membre de l'Observatoire et qui plus est président, c'est ça que je joue. Et je jouerai à fond. Jusqu'à ce que toute la corporation se ligue pour dire, eh bien, il ne peut plus rester là pour faire... D'ailleurs, quand le mandat serait terminé, je serais parti. Mais j'aurais assumé. C'est ce qu'on m'a dit de faire aujourd'hui. Faire respecter le code de déontologie. Et le code de déontologie dit que le journaliste doit collecter l'information selon certaines règles, qu'il doit avoir une éthique. On parle d'intégrité du journaliste, des dons et des libéralités, et dedans, on dit que le journaliste ne doit prendre aucun franc. C'est-à-dire, on n'a même pas dit ne doit pas prendre, doit refuser de toucher de l'argent de toute personne bénéficiaire de ces services. À partir de cet instant, qu'est-ce qu'on dit? Et quelque part, il est important que les citoyens aussi puissent se lever par rapport à ça. C'est pourquoi je dis, on abuse de nos parents qui n'ont pas l'accès à la langue française. Parce que la loi portant lutte contre la corruption et les infractions connaissent dit que le corrupteur et le corrompu, qu'il faut les signaler. Ça veut dire que si on constate quelque chose de ce genre, et j'ai coutume de dire, j'ai déjà vu certaines personnes, organisateurs d'activités, et je leur dis, vous n'avez aucun per diem à donner à aucun journaliste. Si vous organisez quelque chose, le journaliste, vous l'invitez, il est libre de prendre vos informations ou pas. C'est vous qui crédibilisez votre information pour qu'il sache que cela est important, pour que cette information, elle est importante pour son public, c'est-à-dire pour sa radio ou sa télévision ou son journal. Donc, vous n'avez même pas, il n'a même pas d'instruction à recevoir de vous pour dire « aidez-nous pour le titre demain ». Parce que quand moi j'étais vraiment en fonction au jour le jour, quand vous me dites ça, je n'écris rien le lendemain. C'est vous ça. Je ne reçois rien de vous. Et j'ai dit aux gens, si quelqu'un, un journaliste vous réclame per diem sur un lieu de reportage, écrivez-moi à l'ODEM. Alors, mais le constat est aussi là, Président. Oui. Il y a donc là Mabalo qui vient de souligner un phénomène qui n'est pas nouveau non plus. Vous ne pouvez pas créer votre organe pour capter la manne de l'État. Nous sommes là en matière d'entreprise. Si vous n'êtes pas capable de créer une entreprise, vous ne créez pas. Et mieux, quand on a un patronat qui s'occupe de la presse, le patronat réfléchit sur les problèmes à l'interne de la corporation. Et on pose ces problèmes-là là où on doit les poser, face à l'État, pour dire à l'État, voilà l'environnement que nous avons. Par rapport à cet environnement-là, nous avons besoin de si on a fait une lutte entre-temps, où sur les, comme on dit, sur les redevances, on a dû diminuer un peu. Mais on a vu quand même que le renchérissement de tout ce qu'on voit impose qu'on se rasseye à nouveau. Vous savez, quand les gens contrôlent ces éléments-là, moi je suis en train de chercher là un financement pour mettre tout le monde en débat, pour dire le financement des médias au Bénin en question, pour qu'on réfléchisse, pour qu'on voit qu'est-ce que c'est. Parce que vous ne pouvez pas vous lever tout simplement et créer une feuille de chou sous les bras et penser que vous avez une entreprise. Pas du tout. On ne force personne à créer quoi que ce soit là. Mais quand vous créez quelque chose, vous restez dans la droite ligne de ce que vous devrez faire par rapport à ça. Et c'est ça qui est justice. Mais vous créez quelque chose tout de suite et vous dites, j'étais au bout d'un fil tout à l'heure quand on m'a appelé sur la même question et quelqu'un m'a dit, mais les gens disent, et on a arrêté les contrats. Je dis, mais vous avez créé votre organe pour le contrat de l'État? Il y a problème. Vous avez droit à la publicité de l'État. Et dans les textes, on a dit qu'il faut créer une régie publicitaire. Les gens ne voient pas ça jusqu'à aujourd'hui, mais personne ne se bat pour que l'État mette en place ces choses-là. Et on doit contourner les tests. On ne peut pas contourner les tests. Je dis, le débat peut se faire. Un patronat s'assoit et discute avec l'État pour dire notre environnement. Parce qu'on ne peut pas traiter, excusez-moi, on ne peut pas traiter l'environnement de la presse comme on traite l'environnement de l'épicerie. Pas du tout. Et il faut être responsable pour dire ça en face du pouvoir,
pour dire notre environnement à nous, c'est ceci, c'est cela. Vous voyez, on est resté là, tourné. Entre-temps, on a parlé de l'aide de l'État. L'aide de l'État est encore à 350 millions, pendant que les artistes sont passés aux milliards, etc. Toutes ces choses-là. Mais on n'a plus de responsabilité à demander les moyens. Mais quand même, on donne l'argent aux syndicalistes, oui ou non? C'est vrai. Nous sommes de la cité. Et les sociétés ouvertes que l'on est en train de construire aujourd'hui partout demandent même que l'État finance la société civile. Les médias y sont. Ça veut dire que cet environnement-là, tout le monde doit réfléchir à l'environnement. On ne peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas laisser les gens clochardiser notre profession à nous pendant qu'on les sert. Parce qu'on utilise ces mêmes médias-là pour se hisser, pour s'asseoir, pour se développer. Et ça me fait mal que ces acteurs des médias ne comprennent pas que les autres s'appuient sur eux pour avancer pendant que leur métier à eux est galvaudé. Donc, il faut défendre ça. Et puis, il faut trouver les plateaux pour défendre. Et quand on va en négociation ou en défense de quelque chose, on fait une étude soi-même et on a une documentation qu'on présente à l'interlocuteur et qui sait que ceux-là savent de quoi ils parlent. Ce n'est pas de la phraséologie. Et quand vous faites un travail comme ça, vous déposez un dossier, vous suivez. Donc, Mabalo, on constate là que Constant Ehumi est vraiment très engagé et déterminé. Et bien, ce qu'il évoque dans ce combat, nécessairement, il aura besoin de ses pairs pour pouvoir aller à bon port. L'environnement tel qu'il se présente aujourd'hui amène beaucoup à s'interroger sur la suite que pourrait avoir cette nouvelle marche, mais qui s'impose pour assainir la corporation. Comment vous l'entrevoyez? D'accord. Merci beaucoup. J'ai constaté que le président, effectivement, a beaucoup de volonté. Mais il ne sera pas suivi. Vous êtes affirmatif? Il ne sera pas suivi. Il ne sera pas suivi parce que ce n'est pas la même chose. J'ai connu dans ce pays des membres de l'ODEM qui aujourd'hui ont changé de position et qui envoient des lettres de cadrage dans les rédactions. Qui envoient des lettres de cadrage dans les rédactions pour conditionner l'information. Et pourtant, ils ont été membres de l'ODEM à des positions stratégiques. Ils connaissent les textes. En fait, ce n'est pas que les collègues ne connaissent pas les textes. Ils connaissent, mais ils ne les respectent pas. Parce que simplement, ça ne les arrange pas. Mais l'État est quand même un client. Même si l'État n'est pas le seul client, c'est un client et aujourd'hui encore le meilleur client. Le meilleur client. Donc, je comprends bien que les gens veuillent avoir des contrats d'État pour fonctionner. Mais aujourd'hui, c'est quoi? On a renforcé les conditions pour avoir peut-être un journal. On dit désormais qu'il faut payer 100 000 francs CFA pour avoir un journal. 100 000 francs pour avoir un journal. Et dans tout le monde peut avoir un journal. Enfin, pour ce que je sais. Si c'est ça, les conditions. D'accord? Mais en même temps, lorsqu'on demande au public d'aider les journalistes, mais c'est ceux qui ont besoin des services des journalistes, c'est eux qui leur donnent les moyens pour faire le travail. C'est eux qui leur donnent les moyens pour faire le travail. Tous les journalistes savent qu'il n'y a pas de rapport d'amitié entre un journaliste et un politique. C'est comme on suce une orange et qu'on jette après. Nous le savons tous. Et pourtant, nous sommes en complicité avec les politiques qui nous donnent les moyens de subsistance. Donc, le problème est profond. C'est pour ça que moi, je pense qu'au-delà du cadre légal, au-delà, n'est-ce pas, de l'assistance de l'État, en termes de moyens, en termes d'accompagnement de la presse, il faut maintenant que chaque professionnel des médias soit formé pour la profession et qu'il prenne conscience de son rôle dans la société. Tant que les gens n'ont pas pris conscience de ce qu'ils représentent dans la société, de leur rôle, on a beau faire tous les discours, tous les débats, on n'aura pas de résultat. C'est pour ça que je pense que le président a franchement de très bonnes ambitions, mais est-ce qu'il va être accompagné? Vous l'avez dit vous-même, déjà il y a des critiques contre lui. Oui. Et lorsque nous, les matins, nous faisons la revue de presse, nous faisons les débats et que nous stigmatisons certains écrits de presse, mais tout de suite, les téléphones sonnent. À la limite, c'est des menaces. Non, vous ne pouvez pas. Nous sommes des confrères. Vous aurez des problèmes demain, on ne vous soutiendra pas. Vous avez si... Mais le linge sale se lave en famille. Vous entendez beaucoup de discours. Et les gens vont jusqu'à me dire, mais oui, c'est parce que toi, ton organe de presse ne fait pas de la publicité. Tu as un promoteur qui est multimilliardaire et qui vous met les moyens. Et donc, tu peux dire ce que tu veux. Tu n'as pas les mêmes problèmes que nous. J'ai déjà entendu ça. Même sur ce plateau, j'ai déjà entendu ça. Et donc, pourtant, depuis 4 ans, Sika TV ne fait pas de la pub. Soleil FM ne fait pas de la pub. Mais nous ne sommes pas pour autant professionnels. Nous avons également nos dérives et nos tares. Mais en même temps, nous avons nos responsabilités. Et donc, chacun est formé pour. Donc, si on ne se lève pas tous, si le président de l'ODEM n'a pas le soutien des présidents d'associations, s'il n'a pas le soutien des collègues, des journalistes qui sont dans des situations sociales délétères, je ne vois pas
quand est-ce que le bout du tunnel va être atteint? C'est pour ça que je ne sais pas, Président, s'il faut avoir de l'espoir. Je ne sais pas. Mais le problème est profond. La plaie, elle est violente, mais il faut pas de l'espoir. Parce que si on n'a pas de l'espoir, ça veut dire qu'on pense que toute la corporation, nous tous là, c'est foutu, quoi. En tout cas, Constant et Oumi, oui, il ne faut pas perdre espoir, mais les réalités sont aussi là. La presse à l'ère de la désinformation et de l'intoxication, mais aussi la presse à l'ère de l'épreuve, de l'accès aux médias de son choix. Ça, pour le consommateur, vous le vivez aussi comment? Le consommateur béninois n'a pas de choix. Il faut avoir accès à la langue française pour pouvoir choisir. On impose à la majorité aujourd'hui ce qu'on veut. Et quand vous allez aussi, vous savez, parfois, quand certains veulent parler, notamment ceux qui sont les locuteurs en langue, au lieu d'aller sur le terrain par lui-même collecter l'information qu'il vient traiter, il prend ce que celui qui a fait en français fait. Et veut le tourner maintenant en chaud là. Mais l'autre a déjà mal fait. Donc sa base est déjà faussée. Donc quelque part, je dis, toutes ces choses-là, il faut qu'on s'asseye. Je pense qu'il y a espoir parce que j'écoute quand même c'est un directeur d'organes qui parle et qui me donne espoir parce que lui n'est pas dans la gadoue là. D'accord? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dans ce sens-là. Mais le peu qui clochardise la profession, qui détruit ce que nous avons là, il faut faire un travail. Parce que quand vous dites, par exemple, vous sortez des titres qui ne sont pas, et que les gens, il faut continuer dedans. Parce qu'on ne peut pas faire comme... C'est-à-dire, si nous sommes des éveilleurs de conscience, des gens qui disent il faut que les législatifs suivent les tests, que l'exécutif suive les tests, que le judiciaire suive, et que nous-mêmes, on ne suit rien, il n'y a pas. Et je dis, le patronat, notamment, doit pouvoir s'asseoir et faire un travail approfondi sur ce que nous voyons là pour poser les vrais problèmes. Appeler le Conseil économique et social, c'est à quoi? Quel est le problème qui se pose par rapport à l'Assemblée pour dire s'il y a révision de tests qu'il faut le revoir, etc. C'est-à-dire, peut-être qu'on n'aura pas les résultats tout de suite, mais il faut engager pour que les gens comprennent que nous savons de quoi il est question dans notre corporation et nous voulons sortir de là. Mais permettre que certains laisse le débat réel à faire et qu'ils puissent prendre des dessous de table pour détruire notre corporation. Moi, je pense qu'il faut le combattre. Et je peux dire que j'ai espoir que d'ici, le responsable d'organes que j'ai sur le plateau va rencontrer ses pairs pour dire qu'il y a péril dans la demeure et qu'il faut faire quelque chose. Il y a péril dans la demeure. L'autre problème que les patrons d'organes ont, c'est celui de l'accès sous d'autres formes. La possibilité aux consommateurs de se dire aujourd'hui, c'est tel organe que je suis. Aujourd'hui, c'est telle chaîne que je suis. De plus en plus, c'est difficile. Vous le vivez aussi. Le cas Soleil FM n'est plus à rappeler. Et je suis déjà venu ici et je continue d'être surpris. Je continue d'être surpris que rien ne se fasse et je dis, ce n'est pas bon pour une république. Honnêtement que ce n'est pas bien. C'est-à-dire, on ne peut pas embrigader la libre expression. L'article 6 de la loi dit que la haute autorité de l'audiovisuel protège et garantit le libre accès. Et que même cet article dit qu'on est libre de créer une entreprise. Je ne comprends pas. C'est pourquoi moi je dis chacun doit jouer son rôle. Vous voyez, je joue le mien. Maintenant, quand on me critique pour me dire dans les statuts que j'ai là, qu'est-ce qu'il y a que je ne fais pas. Là, je verrai et je dirai, voilà ma difficulté. Mais on a dit tout ça. Je ne sais plus ce qu'il faut dire. On a dit, on a fait ce que nous on peut. Je ne peux pas forcer la main d'une autorité pour dire, fais ceci. Mais ce n'est pas bon. C'est honteux pour le pays. Honnêtement. Ce n'est pas bon. Le phénomène se poursuit. Et comment le patron vit-il ce phénomène? J'imagine les auditeurs ne manquent de vous interpeller, de vous relancer. Ça devient difficile à supporter, n'est-ce pas? Vous savez, par éducation, personnellement, je crois que c'est dans des difficultés qu'on trouve le ferment, c'est le terreau nécessaire pour aller de l'avant. Il faut beaucoup plus pour nous décourager. Il en faut beaucoup plus, je crois. Les gens essaient de nous avoir peut-être à l'usure, mais ils ne réussiront pas. Parce que dans tous les cas de figure, nous sommes à l'ère de l'information. Et quand on est à l'ère de l'information, on ne bloque pas l'information. Des difficultés à suivre Sika au Bénin, mais aujourd'hui, vous savez qu'on suit Sika au Bénin. On sait comment on peut contourner ça rapidement. Donc il y a toujours les moyens de contournement. Ce qui est dommage, c'est quoi? C'est que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, vous savez, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a pas envoyé une seule mission à Soleil FM
pour vérifier ce qui se passe là. Jusqu'à la date où je vous parle, depuis 5-6 mois, pas une seule mission pour le faire, première chose. Donc ça n'intéresse pas la HAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la HAC n'a pas notre solution. Ou tout au plus, elle sait d'où ça vient, mais elle n'a pas les moyens de régler le problème. C'est tout simple que ça. Alors nous, on a fait nos constats d'huissier, puisqu'on est dans une république de droit. On a fait la procédure qu'il faut faire avec nos constats, les procès-verbaux qu'on a envoyés à la HAC. On a envoyé à la HAC les procès-verbaux pour dire nous avons commandité une expertise sur la question. Voici les résultats de nos observations. Nous vous donnons le temps de régler le problème. Mais si vous ne le faites pas, nous allons faire une action en justice. Mais la HAC n'a rien fait. Elle n'a pas bougé un seul pouce. Donc, vous comprenez qu'elle n'a pas envie de régler le problème. Et donc, nous, c'est une fréquence que l'État nous a louée. Oui. Et nous payons des redevances. Nous ne sommes pas propriétaires de la fréquence. Mais heureusement que ça a développé d'autres formes, n'est-ce pas, d'autres formes d'écoute au niveau des auditeurs. Nous avons renforcé notre streaming, donc avec une application qu'on peut télécharger, écouter. Ça coûte ce que ça coûte, mais ceux qui aiment la radio et qui veulent l'écouter, écoutent, n'est-ce pas? Et le fait d'empêcher Cotonou de suivre Soleil FM a eu des répercussions sur d'autres régions, puisque vous repoussez le signal de Cotonou, vous le répercutez sur d'autres régions. Donc, on continue de travailler. Nous, on n'est pas découragés. On continue de travailler parce que nous pensons que c'est notre sacerdoce. C'est ce pourquoi nous avons décidé, n'est-ce pas, d'aller à l'école et donc de servir les populations. Nous sommes là pour ça. Maintenant, on attendra de voir le temps que ça prendra. Donc, pour moi, c'est important. Mais avant de vous retourner le micro, il y a une chose importante que je souhaiterais dire. Allez-y. Je souhaiterais dire que tant qu'il n'y aura pas disponibilité de l'information officielle, on aura toujours des problèmes dans ce pays. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est que l'information officielle n'existe pas. Et aujourd'hui, même les officiels utilisent des journaux pour faire passer des informations. Les journaux et les réseaux sociaux. Le procureur de la République, à sa prise de fonction, a été clair. Il est même allé jusqu'à dire « Je vais m'inspirer des écrits de presse pour engager des enquêtes et des poursuites. » Donc ça devrait normalement responsabiliser la presse. Mais lorsqu'on sait que ce sont les officiels qui donnent encore l'info à la presse, on peut comprendre que on donne l'info à la presse, on demande à la presse de diffuser l'info pour que le procureur s'en saisisse. En fait, nous sommes dans un cercle vicieux. C'est pour ça, Président, qu'il m'arrive de ne pas avoir espoir. Mais puisque vous nous appelez à l'espoir, on va se résigner et avoir l'espoir, espérant vraiment. Merci, Dr Mabalo. Ce sera en même temps votre mot de la fin. De l'autre côté, M. Yal, que le temps est complètement parti. Constant Oumi, en 30 secondes, c'est quoi votre appel à cette corporation pour qui le peuple voudrait vraiment continuer? J'appelle tout le monde à notre miroir, le code de déontologie. Allons là tout simplement et tout sera fait. Mais présentons-nous aussi comme des sentinelles de défense de la liberté d'expression en République du Bénin. Merci à vous, Guy Constant et Oumi, Dr Mabalo. Merci aussi pour la disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission 100% Bénin. Je vous fais compagnie sur cette citation de Jean-Jacques Rousseau, à valeur d'exhortation. Employons-nous, dit-il, à nous rendre bons et heureux de par le travail, le bon travail. Et proposons-nous de grands exemples à imiter plutôt que de vains systèmes à suivre. Mesdames, Messieurs, bonne suite de méditation. À très vite pour un autre numéro de 100%. Au revoir.